Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour. Oui, rebonjour Da Fresh, bonjour tout le monde. Ça va très bien. Et le week-end. J'enchaîne. Non, ça s'est bien passé dans l'ensemble. On a une petite routine que je vais pas m'attarder puisque tout le monde est presque informé à chaque fois qu'on en parle ici, sport et tout le reste, famille et consorts. Mais c'était bien dans l'ensemble, tout s'est bien passé, j'ai pas à me plaindre, j'ai quand même eu un bon moment. Donc ce matin on parlera de quoi? Alors ce matin, vous savez qu'on vient de nommer un nouveau gouvernement et qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il faut parfois qu'on revienne là-dessus pour essayer de comprendre les enjeux du moment, mais également surtout d'avoir une certaine lecture sur le plan politique, ce quelles pourraient être les incidences de la nomination d'un nouveau gouvernement. Et vous savez que c'est quand même inédit, le fait qu'on ait aujourd'hui la toute première femme nommée Premier ministre du Gabon, alors que nous sommes à l'orée de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est historique, c'est assez important, et nous on a voulu ce matin avoir deux invités, sauf que le deuxième ne pourra pas être là, certainement pour des questions d'ordre professionnel, notamment Michel Philimzé, qui est secrétaire national chargé de la riposte et des arguments du Parti démocratique gabonais. Mais ce matin on a un des invités qui est monsieur Eyoredjan Patrick, qui est deuxième secrétaire de Démocratie Nouvelle, ancien ministre de l'eau et de l'énergie. Monsieur Yogo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. D'accord. Mosley, on commence par... Alors la première question évidemment c'est de savoir, de demander à monsieur Yogo quelles sont vos impressions à la suite de ce nouveau gouvernement. Bon, d'abord il y a un symbole fort que vous avez rappelé, c'est la première fois que le Gabon a un Premier ministre féminin. Je crois que d'ailleurs sur le plan personnel c'est quelqu'un, je pense, qui a un fort caractère. Qui, je pense, fera l'affaire parce que c'est une dame de caractère, effectivement, une dame d'État. Donc c'est vrai que c'est quand même surprenant, mais ça va dans le bon sens, je pense, pour la modernité de notre pays. Donc je crois que c'est une bonne chose pour toutes les femmes. Et comment la Démocratie Nouvelle a accueilli la formation du nouveau gouvernement? Alors vous savez, c'est comme toute soirée électorale, le remaniement c'est une grande messe donc politique du pays, donc bien entendu on s'est réunis le lendemain pour faire un peu l'état et nos constats par rapport au nouveau gouvernement. Et on peut tirer d'abord les enseignements, c'est que pour nous, effectivement, Démocratie Nouvelle n'est plus au gouvernement depuis 1 an. Et donc, on se pose la question, et je crois que c'est un constat d'abord, de savoir si les accords d'Angondje sont-ils morts ou pas. C'est un peu la question que nous posons, puisque effectivement, quand on regarde la physionomie de ce gouvernement, il est composé à 95% donc, du PDG. Je crois que sur les accords d'Angondje, il reste le PDS. Monsieur Mangaga Moussavou représente-t-il vraiment le PSD après la rupture avec disons, le vice-président? Voilà, donc c'est pour ça, ce sont autant d'interrogations qui font penser que je ne sais pas s'il faut les revisiter, mais en tout cas, ça nous laisse interrogatifs. Vous voulez nous faire comprendre qu'aujourd'hui, le fait que la coloration de ce gouvernement soit beaucoup plus à la faveur du Parti démocratique gabonais, c'est un signe qui démontrerait qu'il n'y a plus la main tendue d'Ali Bongo à l'opposition a disparu aurait disparu? Ce n'est pas une main tendue justement qu'il y a eu. Je pense qu'il faut quand même replanter le décor. C'est qu'au sortir des élections tumultuelles de 2016, il y a eu effectivement un appel au dialogue. Et à ce moment-là, je crois qu'il fallait être courageux. Moi, j'étais à l'Union nationale député. D'ailleurs, j'ai été même exclu de mon parti. Il y avait également DN qui était un jeune parti au départ qui était très enclin dans la galaxie Jamping, donc qui a rassemblé 42 partis et qui a conduit donc l'opposition au dialogue d'Angondje. Donc ce sont des événements historiques de notre pays qui ont permis de stabiliser un peu le climat délétère qui régnait. Donc c'est ça au départ, ce qui s'est passé au dialogue d'Angondje, et c'était pour l'avancée du pays, la décrispation du pays. Il y avait beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. Et donc, à partir de là, de ces 164 articles, si je ne me trompe pas, qui ont été signés, ce sont des accords qui ont été signés, il était donc dans ces accords, un gouvernement devait être issu de ces accords. Il y a eu l'épisode que vous connaissez à un moment donné,
qui a fait que, bon, on est rentré dans une période où, à un moment donné, bon, moi, je suis sorti du gouvernement, il y a eu quand même les affaires du DCPR que vous connaissez, on ne va pas revenir dessus. Donc, on s'attendait peut-être à ce qu'il y ait un retour sur cette logique. Apparemment, ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, il se trouve que ce n'est pas le cas. Et vous, comment entendez-vous ramener votre interlocuteur, notamment le président de la République, qui est évidemment avait initié ces rencontres politiques dans Ngondje. Comment entendez-vous mener la campagne qui permettrait à ce qu'il y ait au moins respect des accords, quand on sait très bien que la commission ad hoc qui avait été mise en place n'a jamais siégé? Voilà, bon, je pense qu'on a essayé de relancer tout ça on a réactivé, on a fait des notes, à un moment donné, on est allé vers le pouvoir avec le Premier ministre sortant notamment pour essayer de réactiver tout ça. Ça n'a pas prospéré. Vous voyez. Donc aujourd'hui, nous faisons un constat. Je crois que nous attendons juste une réponse. Je crois qu'il faudra qu'on se rapproche du Premier ministre. Peut-être qu'il a oublié sa feuille de route, je ne sais pas. En tout cas, on attend ce qu'il va dire à l'Assemblée nationale. Mais disons que voilà, c'est juste, nous, on fait un constat, on prend acte et note de ce qui s'est passé, c'est tout. Et puis voilà, là, après, nous sommes un parti, la vie politique continue. Je crois qu'il y a des échéances à venir, donc... Vous qui avez déjà été au gouvernement et vous qui connaissez donc cette partie-là de responsabilité et de la charge de l'État aujourd'hui, quand vous observez le paysage gabonais, pas uniquement politique, je parle aussi bien de social, économique, avec tout ce qu'on a traversé avec la crise de Covid-19 et tout, est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, le choix du président de faire, mais là je mets ça en griffe, parce qu'en même temps je ne sais pas si c'est vraiment un choix s'il a décidé de le faire dans cette logique-là, le choix du président de faire fi donc des accords d'Angondje et de former un nouveau gouvernement ne s'inscrit pas dans la logique de peut-être essayer de redresser les choses quand certains observateurs présentent la situation du pays comme étant une situation qui s'est enlisée ces dernières années. Je sais pas si... Aussi bien économiquement que socialement, on a plongé. C'est ce que les observateurs disent. En d'autres termes, est-ce que ce n'est pas un moyen... D'ailleurs, vous avez reconnu que le nouveau Premier ministre a quand même le mérite d'être une dame de poigne. Est-ce que ce n'est pas une façon pour le chef d'État, ou ne serait-ce pas une façon pour le chef d'État de mettre beaucoup plus le bien-être des Gabonais en avant que les accords politico-politiciens? Merci Mosley, c'est ça. Je ne sais pas si le fait que des opposants soient au gouvernement desservent le pays. Moi, je ne pense pas. Au contraire, vous savez, quand moi j'ai été au gouvernement, vous vous tenez à carreau. Parce qu'on ne vous fera pas de cadeaux. Donc, je crois que la diversité politique au sein, c'est toujours de l'émulation. Donc, plus on est de diversité différente, plus on apporte la pierre à l'édifice. Je pense pas. Bon, c'est un choix qui a été fait, on va sûrement le savoir, mais je crois que c'est pas parce qu'on va diriger avec 90% du PDG que ça va marcher plus que si jamais il y a X ou Y qui rentre au gouvernement. Vous savez, moi je pense que c'est réalisme, pragmatisme et envie de travailler pour son pays, c'est surtout ça. Le reste, la politique politicienne n'intéresse personne. Et après, en 2023, il faudra faire le décompte du bilan de ce qui a été fait. Et je crois qu'il faut s'atteler à travailler pour notre pays. Il faut que le pays avance. Et c'est le plus important. Et le Covid ou la Covid, je vous entendais tout à l'heure. Moi, je dirais le Covid parce que c'est le virus du coronavirus. Je dirais que vient pas arranger les choses. Et voilà, donc on a besoin, à mon avis, de tout le monde. Si jamais on commence à être sectaire dans la partition politique de notre pays, ça ne va pas arranger les choses, je ne pense pas. Au contraire, on a besoin de solidarité et tous ensemble de trouver des solutions. Parce que les moments qui arrivent là vont être particulièrement difficiles. Donc ça veut dire que nous sommes à 3 ans de l'élection présidentielle. Vous le dites si bien, le fait que l'opposition participe au gouvernement n'est pas un mal en soi. Mais quand même, quand on regarde aujourd'hui, au-delà de la présence de l'opposition, il n'y a pas vraiment eu de véritable changement. Est-ce qu'on n'est pas dans l'esprit de la question de Gina tout à l'heure, celle de savoir qu'est-ce qui aujourd'hui peut faire en sorte qu'un gouvernement puisse réellement travailler pour améliorer, du moins répondre aux attentes des populations, au-delà même des instructions du chef de l'État? Moi, j'ai toujours dit qu'un peu de méthode ne nuit pas. Moi, ça fait 2 ans que je suis observateur de la vie politique. J'ai regardé le dernier gouvernement. Je suis désolé, mais j'ai trouvé que le Premier ministre était un peu empathique. Et que je crois qu'à un moment donné, on était bercé par un ronron et que rien ne se passait. Donc l'impulsion, elle se donne par le chef d'orchestre. Parce que le Premier ministre est un chef d'orchestre. Donc,
Et il bat la cadence et tout le monde doit travailler et des résultats. Donc je crois que c'est surtout ça, c'est la dynamique que Madame Rose Osuka va impulser, qui va donner. Et bien entendu, il faut également des moyens parce que vous ne travaillez pas sans moyens, ça c'est sûr. Et c'est justement la question que je m'en vais vous poser. Vous n'êtes plus au gouvernement, certes, mais si vous aviez encore, bien sûr par l'entremise d'Urban FM, la possibilité de dire bien sûr au nouveau Premier ministre qui n'a pas encore présenté sa politique générale, sa stratégie de politique générale, si vous aviez des choses à proposer, si vous aviez des choses à dire, qu'est-ce que vous attendez réellement, vous qui êtes un homme politique imminent, bien sûr, qu'on connaît très bien, et aussi le représentant d'un parti politique assez influent, qu'est-ce que vous attendez véritablement de ce Premier ministre? Qu'est-ce que vous lui diriez? Au-delà de la revendication des accords d'Angodje. Voilà, au-delà de ça, Non, je pense en gardant en tête bien sûr les le gens bien-être des attendent Gabonais. du concret. Bon, moi, j'étais à l'eau et à l'énergie. Quand vous mettez de l'électricité dans un village ou sur une route, vous voyez les yeux qui brillent des gens, la vie change. Ce sont des petites choses comme ça. C'est ça le social, c'est ça le progrès. Donc, les gens ont besoin d'avoir du palpable. Ils ont besoin de quand l'enfant naît, qu'il puisse aller à la mairie prendre un acte de naissance rapidement. Quand les gens sont malades, c'est arriver à aller se faire soigner dans des conditions qui sont décentes. En fait, c'est le concret, les choses palpables que les gens ont besoin au quotidien. C'est tout ça. Donc, je pense que Mme Rose Osuka, comme elle a été maire de Libreville, a été un élu local proche de ses populations, je crois qu'elle a cette expérience qui va peut-être lui donner... comment je pourrais dire ça, disons, qui va éclairer un peu sa vision de la chose au niveau supérieur qui est l'État. Et elle a d'abord été ministre aussi. Donc je pense que voilà, c'est vers là qu'il faut aller, c'est-à-dire il faut tendre vers les choses. Mais vous, selon vous qui êtes proche des populations, parce qu'on vous voit dans vos publications et dans vos interventions, vous êtes proche de vos populations, vous qui êtes proche des populations, quelles sont selon vous les priorités de l'heure? Ben là, avec le Covid, je peux vous garantir que je crois que les priorités de l'heure, ce serait que les petits commerçants puissent recommencer à travailler, que les bars puissent réouvrir, parce que vous savez, malheureusement, c'est que nos compatriotes, beaucoup, c'est les petits commerces de bars, de boissons, etc., qui fonctionnent, tout ça. Donc je crois que d'abord, c'est qu'ils aient confiance et qu'on puisse trouver les voies et moyens de pouvoir réenclencher la machine économique de notre pays, tout en maintenant une sécurité sanitaire suffisante. Donc je crois que là, il faut vraiment se battre pour réouvrir tout ça, parce que c'est intenable. À un moment donné, ça va être intenable. Les gens n'ont pas besoin qu'on leur donne tout le temps de la nourriture. Ils aiment aussi pouvoir se la procurer par eux-mêmes. Mais effectivement, bon, les bars sont fermés, par exemple. Vous savez très bien ce que le rapport des Gabonais avec les bars. Mais trouvons des moyens pour que les gens puissent redémarrer leur petite activité, les 60, 50, 80 000 qu'ils gagnent par mois pour nourrir la famille. Parce que sinon, c'est un chaudron. Donc, il faut se tourner vers effectivement la relance de tout ça, dans un premier temps. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut de l'argent. Quand vous avez parlé de ministres, on ne peut pas travailler sans argent. Il y a des ministres qui n'ont pas de budget. Vous savez, alors qu'on sait qu'il y a quand même un budget qui est voté chaque année. Ils achètent des grosses voitures tout le temps. Vous savez, moi, j'ai été ministre de l'eau et de l'énergie. J'ai vu les budgets que nous avons votés dans mon ministère. Tout ce que nous avons eu à faire, c'est à travailler sur des partenariats publics-privés, parce que là, on sait qu'un investisseur veut venir investir au Gabon en partenariat avec l'État, et ça permet d'avancer et d'enclencher les choses. Mais si vous comptez sur le budget qui va être débloqué parce que vous allez engager, etc., mais il y a des projets qu'on a laissés qui sont encore, je dis bien encore au trésor, qui n'ont même pas vu l'once d'un décaissement. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il faut de l'argent pour que ça fonctionne. Il faut de l'argent. Mais aujourd'hui, la crise économique, 80% des recettes viennent du pétrole. Vous comprenez bien que l'économie mondiale ayant été arrêtée, à un moment donné, mais les stocks se sont vendus même de manière négative, parce que sur une journée, c'est historique. Donc ça va repartir comment? Le Gabon va faire comment? Donc ce qui est sûr, c'est que les recettes vont diminuer, il y aura moins d'argent. Et donc ça va être compliqué. Alors, il y a aussi un fait, ça c'est pour revenir un peu sur les accords politiques d'Angodje, parce que c'est quand même un point important, un point majeur, étant donné que votre parti a adhéré à cette idée de pouvoir porter un accalmie sur le plan sociopolitique au sortir des élections présidentielles de 2016. Il se trouve qu'aujourd'hui, des analystes ou des observateurs, la lecture qui se fait de la composition du nouveau gouvernement, notamment avec également la sortie de Moukani Ouangou, de ce gouvernement, il se pourrait que le PDG aujourd'hui soit en train de travailler pour 2023.
est-ce que le fait qu'on n'ait pas associé Démocratie Nouvelle, qui est un parti qui potentiellement pourrait présenter un candidat en 2023, ce n'est pas aussi de bonne guerre de la part de l'exécutif? Vous savez, ça fait longtemps qu'on a cessé d'être naïf. Je crois que d'un côté, si jamais vous vous focalisez sur les accords d'Angongé, qui sont peut-être du passé, mais qui sont la base des accords, mais qui sont quand même du passé, vous oubliez que la politique, ce sont et des rapports de force et de la stratégie. Bien entendu qu'aujourd'hui, il y a des échéances qui vont arriver en 2023 et forcément, le PDG commence à regarder vers là-bas. Sinon, ce serait vraiment quand même un peu difficile pour eux. Donc, est-ce que c'est pour affaiblir Démocratie Nouvelle? Moi, je ne pense pas. Vous savez, on l'a toujours dit, nous ne sommes pas un parti agressif. Nous voulons porter haut et fort certaines idées que nous défendons, le panafricanisme, le progrès de notre pays. Et une démocratie, ça ne se fait pas seul. Donc forcément, s'il n'y a pas de débat politique, on ne va pas avancer parce que personne n'a la science infuse. Donc c'est pour ça que 2023, c'est dans 2 ou 3 ans. Je crois que le PDG a intérêt de composer avec tout le monde de manière à ce que tout le monde puisse, le moment venu, regarder vers la même direction, c'est-à-dire un développement de notre pays. Démocratie Nouvelle n'a pas un horizon 2023? C'est la question que je m'apprête à poser. Comment vous préparez 2023 à Démocratie Nouvelle? Si préparation, bien sûr, il y a. Ben pour l'instant, vous savez, on avait lancé, lors des journées de réflexion de Démocratie Nouvelle, une plateforme qu'on appelle Convergence 23. Et qui en son sein, regroupe un certain nombre de partis et des hommes d'influence, etc., etc. Donc, c'est une plateforme qui existe et qu'il faut faire vivre et qui va avancer et qui, le moment venu, sera se positionner. Est-ce qu'il y aura un candidat? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Pour l'instant, c'est bien entendu bien trop tôt pour pouvoir se prononcer. Et surtout que, vous savez, on ne va pas dans une élection présidentielle pour aller faire, de la figuration. Ça ne sert strictement à rien et ça ne fait pas avancer les choses. Donc, il faut que quand vous allez aux élections présidentielles, vous ayez un programme, vous ayez une vision et surtout, vous ayez des moyens. Donc, tout ça, c'est à la réflexion et on ne sait pas. Donc, pour l'instant, comme on dit, il faut qu'on travaille puisque demain, on peut se regrouper, demain, on peut s'allier, demain, on peut tous progresser vers un même candidat, etc. Donc, pour l'instant, c'est vraiment prématuré. Alors, il y a que l'actualité également s'est passée avant la nomination du nouveau gouvernement. C'est aussi une crise plus ou moins que pourrait gérer l'équipe actuelle, étant donné que après la promulgation de la révision du code pénal, évidemment, il y a eu des revendications, du moins il y a eu on va dire, on a porté un certain nombre de revendications à l'appréciation de la Cour constitutionnelle et votre département, notamment le département du Thème, dont vous avez été un élu, notamment en ce qui concerne la commune de Bitam, c'est brillamment, enfin, du moins, c'est exprimé de façon ostentatoire concernant la dépénalisation de l'homosexualité. Et évidemment, il y a le porte-parole de ce mouvement citoyen, l'abbé Jean-Bernard Assokonvé, a demandé à ce que les élus de département puissent rendre les écharpes. Comment vous, à ce moment-là, avez analysé l'environnement ou cette question? Les démocraties nouvelles, vous n'êtes même pas exprimé sur cette question. Et pour pourtant, autant, en tant de parti politique. Ils se sont exprimés, mais sauf que ça n'a pas suffisamment fait. Bon, ce qui est sûr, c'était une question sociétale de premier plan. Je sais que j'ai été député. Il faut savoir se référer des fois à son parti quand les enjeux sont importants. La communauté FAN, je dirais, pour FAN, notamment le Wallentem, est particulièrement ancrée dans tout ce qui est l'Église catholique et l'Église évangélique du Gabon. Vous savez très bien ce qu'en pense la Bible, tout ça, etc., etc. Donc, ce qui est sûr, c'est que la réaction des gens, forcément, devait être hostile. Il y a des gens qui pensent que c'est vrai que l'évolution de la société, des sociétés occidentales peuvent être transposées forcément chez nous. C'est pour ça que Démocratie Nouvelle s'est exprimée. Je dis bien Démocratie Nouvelle, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame sur les plans personnels des gens. Moi, j'ai mon propre opinion, mais je parle de Démocratie Nouvelle. Nous nous sommes exprimés sur ce point-là, en disant qu'effectivement, dans nos us et coutumes, et c'est une vérité, l'homosexualité n'est pas forcément très appréciée. Voilà. Bon.
Alors, est-ce que moi, Patrick Eyogo, quand on va attraper deux homosexuels et qu'on va les mettre en prison, ça va me déranger? Je dirais oui. Mais ce que je dirais par contre, c'est que c'était pas pénalisé avant. Donc nous avons introduit la pénalisation là-dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses sous-jacentes, des lobbies, notamment internationaux, qui font pression pour qu'on enlève ça. Donc c'est pour ça que nous nous retrouvons après dans une position qui n'est pas confortable. Et pour le gouvernement, et pour tout le monde, et pour toute la société. Parce qu'on n'a jamais enfermé un homosexuel chez nous, vous comprenez. Donc nous ne sommes pas, effectivement, nous sommes prononcés contre ça. Et effectivement, les populations ne sont pas du tout favorables à ça. Et personnellement également, de toute façon, moi, je ne suis pas forcément aussi favorable à ça, mais il n'y a pas besoin de faire tout un tintamarre sur ça. Le seul problème, c'est que si on regarde ce qui s'est passé en Europe, c'est que la dépénalisation, elle est là depuis. Bon, c'est vrai qu'après, ils sont allés vers le mariage pour tous. Aujourd'hui, on est dans la GPA, c'est-à-dire qu'en fait, les mouvements homosexuels veulent aller jusqu'à avoir des enfants. Donc, à un moment donné, est-ce qu'ils ne vont pas aller au-delà, disons, du droit des pauvres enfants d'avoir un père et une mère? C'est un peu ça la question. Donc, c'est pour ça que c'est les questions que est-ce que c'était prioritaire, est-ce qu'il faut lever tout ça, est-ce que c'était ça le but, et il fallait prendre position. Et dans l'ensemble du code pénal qui a aussi. été, et dans l'ensemble du code pénal, j'imagine bien que au niveau de démocratie nouvelle, vous l'avez quand même apprécié. Comment vous jugez les nouvelles, du moins la nouvelle orientation juridique de ces textes de loi? Bon, on l'a pas parcouru tout entier. Interdiction d'enregistrer les gens et de divulguer les images. Oui, ça c'est une très bonne chose. Sans leur accord. C'est une très bonne chose. Vous savez, Condamnation des jeunes filles qui avortent plusieurs fois. Enfin, il y a un chapelet de nouvelles mesures. Il faudrait regarder qui sont toutes ces mesures. Je sais que c'est votre impressionnantes. dada, Gina, parce que je vous écoute souvent. Je sais qu'effectivement, il y a des choses quand même qui sont relativement impressionnantes, notamment sur l'avortement. Voilà, comment ça s'appelle, des choses où il faut savoir avancer aussi et faire, parce que le droit à l'avortement est quand même est important. Vous me parliez de quoi encore là, à l'instant Interdiction de prendre voilà. des images et Vous d'enregistrer savez, on les s'est gens. fait insulter tous les jours sur Facebook, tous les jours. Et il y a des gens qui le font même à balles réelles, comme on dit, visage découvert. Ils vous insultent, on vous traite de tous les noms d'oiseaux, etc. sans être inquiété. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il est temps, effectivement, il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui se suicident, c'est beaucoup de jeunes qui ont fait des sextapes comme ça parce que ils sont, et puis ça se retrouve sur les réseaux sociaux et les gens se suicident, il y a des drames humains derrière tout ça. Je crois que c'est une bonne chose et il faudrait même, je dirais même aller plus loin. Il faudrait faire une véritable police d'internet avec vraiment comme vous avez votre studio qui est bien aménagé avec des spécialistes informatiques pour retrouver les IP des gens qui font ça et les poursuivre jusqu'à les condamner parce que tout ce qui se cache derrière les pseudonymes des gens, ils abusent alors qu'on peut les retrouver. Donc voilà. Moi, je pense que je n'ai jamais eu de pseudo quand j'étais sur Internet. C'est toujours Patrick Eyogo qui parlait. Et il faut assumer ses propos quand on les dit. Merci, M. Yogezon. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Je vous remercie. On reste connecté sur les 104.5. René Ruth aussi est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.